Du journal, des artistes que sont peintres, sculpteurs, céramistes et autres exposent leurs œuvres d'art sur la place des Évolués dans le centre-ville dans le but de le faire connaître et vendre à la fois. Les intéressés sont donc attendus. Le prochain match de la 5e journée de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football se joue dimanche à Alexandrie en Égypte, vers où s'est envolé les clubs qui sera aux prises avec Zamalek du Caire. La décision d'interdire la circulation des motos au-delà de 19 h dans la ville de Kinshasa a mis la nouvelle société civile mal à l'aise. C'est pourquoi elle s'est placée à la tête de la croisade pour son annulation. L'interdiction de la circulation des motos au-delà de 19 h est allée à l'encontre de la nouvelle société civile du Congo qui a pris parti pour les motocyclistes pour appeler le gouverneur de la ville à revoir la décision. Maintenir cette décision serait mettre en péril des passagers et conducteurs de ces engins. La nouvelle société civile et les associations des motocyclistes se sont mobilisées pour obtenir de l'autorité provinciale une atténuation de la mesure interdisant les taxis-motos de circuler au-delà de 19 h. Tout en reconnaissant la pertinence de la sécurité des personnes et de leurs biens, un malfrat qui se cache derrière ce nouveau métier voudrait troubler. Jonas Tchombela plaide pour la protection de ces emplois précaires qui pallient tant soit peu aux difficultés des transports dans la capitale Kinshasa. Ces gens contribuent au revenu de la nation. Ils contribuent au revenu de la nation. Il y a des familles qui nourrissent, il y a des loyers qu'ils payent. Si les loyers là, on paye, lui paye l'impôt sur l'impôt foncier. Et comment ils seront à payer si on bloque le travail qu'ils ramènent un peu d'argent? Donc la nouvelle société civile est extrêmement inquiète sur cette question. Donc, sans lancer l'ultimatum, nous laissons notre main tendue au gouverneur de la ville de Kinshasa. Identifier tous les motocyclistes qui roulent sur les avenues et les rues de Kinshasa, leur association s'y emploie. Ceux qui sont enregistrés ont même déjà été recyclés et sensibilisés pour l'achat des permis de conduire, assurance, carte rose et plaque d'immatriculation pour leur engin. C'est que moi je peux demander les chefs de la province qui nous aident. Je pense que notre mémoire est déjà déposée. On ne peut pas refuser une mesure de sécurité. Mais si on a traité ensemble avec eux, on peut avoir de la matière à donner à nos mains. Mais quand on n'a pas la matière, on risque de tout déranger. Militer pour que le métier des taximens motocyclistes devienne un emploi respectable, débarrassé de toute antivaleur, c'est l'effort que leur association fournisse à côté de leur nouveau partenaire, la nouvelle société civile congolaise. L'autre décision de l'hôtel de ville, c'est celle qui a trait cette fois-ci à l'interdiction de circuler en babouche dans la commune de La Gombe. Dans le reportage qui va suivre, on tentera de comprendre comment la population interprète cette mesure. L'opération Katalipapa, annoncée par l'exécutif provincial, divise. Ceux qui fréquentent le centre-ville en sont la cible. Nombreux savent que les babouches dites la gomme, à cause de la matière de quoi elles sont faites, seront coupées des pieds des citoyens rencontrés au centre-ville. Pourtant, il y a des citoyens qui saluent la décision. Le boulevard du 30 juin, c'est le miroir de notre pays. Quand une personne qui vient pour la première fois, le comportement qu'il va avoir devant les gens, ce qu'il va juger comment ces populations sont de vivre. Il y a aussi des chaussures de 3 000 francs congolais. C'est bien d'interdire le port des babouches au centre-ville. Nous ne pouvons pas venir en ville n'importe comment, c'est pas beau à voir. Moi j'ai porté des babouches mais qui sont en cuir. Celui qui vit en ville doit être présentable. Il doit se différencier de ceux qui sont à la maison. La décision est une chose, la vulgarisation en est une autre. Qu'à cela ne tienne, pour certains Congolais, c'est la loi, on se plie. Je l'ignorais, je viens de l'apprendre, dit-il. Je ne suis pas au-dessus de la loi. Si l'exécutif provincial interdit les babouches, nous serons obligés de respecter. Quant à moi, je ne trouve pas de problème à porter les babouches, mais je n'ai pas fait exprès aujourd'hui. Papa m'a appelé à la hâte, j'ai mis les babouches pour lui amener l'argent. Visiblement, la décision frappera la basse classe. Touchée, elle estime que le port de la gomme ne devrait pas constituer une problématique au regard de défis majeurs de l'heure. Si l'État refuse qu'on porte des babouches, qu'il achète ce qu'il faut à tout le monde qui en manque.
On ne s'en prend qu'au Babouche, dites la gauche, mais il y a des sales immeubles ici sans peinture, personne ne s'en occupe. Pourquoi insister sur les babouches? À force de garder les chaussures à longueur de journée, les pieds dégagent des mauvaises odeurs. Les conditions sociales sont aussi à prendre en compte dans cette interdiction. Le cas des malades et des nécessiteux n'étant pas évoqué dans les exceptions de la mesure de l'autorité. Il s'agira alors, jusqu'à preuve du contraire, d'une règle sans exception. Il y a des gens qui viennent chercher de l'argent pour s'acheter des pantoufles. Si on leur interdit l'accès au centre-ville, que deviendront-ils? C'est la misère qui explique ça. On n'est pas tous des mêmes conditions sociales. Il faut une dérogation pour les malades, les nécessiteux. D'ailleurs, sous d'autres sûrs, on porte des babouches, ça n'a jamais posé un problème. La Gombeito, une commune UP servant de miroir de Kin Label, devrait présenter une image saine et digne de son rang. Une image qui passerait bien par des infrastructures et des individus. Si jamais l'autorité prend des mesures dans ce sens, estime les Kinois hors caméra, il faut motiver les concernés et non les surprendre. Voyons jusqu'où ira l'opération. Sur la scène politique, l'interpellation du secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise reste au devant de l'actualité, surtout après la sortie médiatique du procureur général de la République qui a rappelé les acteurs politiques à l'ordre. Floribert Kabange-Numbi a fait savoir que la justice s'occupera de Jean-Bertrand Ewanga poursuivi pour outrage au chef de l'État. Nous poursuivons donc M. Ewanga sur base de l'ordonnance loi numéro 78-001 du 28 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes pour offense à chef d'État. Ces faits sont définis et punis par l'article 1er de l'ordonnance loi numéro 300 du 16 décembre 1963. Nous les poursuivons également pour l'incitation à la haine tribale ou raciale, telle que définie et punie par l'article 1er de l'ordonnance loi numéro 66-342 du 7 juin 1966. Je voudrais vous informer, si vous ne le savez pas, à l'heure actuelle, la Cour suprême de justice, faisant office de la Cour de cassation, est déjà saisie conformément à la loi. Et le procès donc suit son cours normal. Le procureur général de la République, Flori Kabange-Numbi, qui se montre encore explicite pour avancer les raisons qui ont fait que le député membre de l'UNC se retrouve aux arrêts. Je venais de vous le dire, l'interpellation du secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise reste au devant de l'actualité, surtout après la sortie médiatique du procureur général de la République qui a fait rappeler les acteurs politiques à l'ordre. Floribert Kabange-Numbi a fait savoir que la justice s'occupera de Jean-Bertrand Ewanga poursuivi pour outrage au chef de l'État. C'est derrière cet enclos que Jean-Bertrand Ewanga est assigné depuis mardi soir en résidence surveillée. Il y a été conduit à la clôture de l'audience du procès qui l'oppose au ministère public pour outrage au chef de l'État et il y restera jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle se prononcera sur l'exception soulevée par ses avocats. C'est le procureur général de la République qui exécute cette mesure ordonnée par la Cour suprême de justice. La seule résidence mise à ma disposition par l'autorité jusqu'à preuve du contraire, c'est celle où M. Ewanga se trouve présentement. D'ailleurs, c'est une pratique dans notre droit. Le secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise aurait tenu des propos malveillants à l'endroit du président de la République. Des propos que le ministère public ne tolérera plus. Pendant la campagne électorale de 2011, il m'a été demandé par certains organismes internationaux installés ici chez nous de fermer les yeux sur certains propos, de se fermer les oreilles sur certains propos qu'ils entendaient à travers les discours de politiciens.
Parce que si je me mettais à réprimer, à arrêter, cela allait compromettre le bon déroulement des élections attendues par l'ensemble de la population congolaise à cette époque, en novembre 2011. Il est donc temps maintenant. Il est donc temps maintenant que je joue pleinement mon rôle, que je puisse pleinement accomplir ma mission, celle de garantir, d'abord de faire respecter la loi et de garantir la paix sociale. Lors de son traditionnel point de presse, la mission onusienne a également abordé le sujet. Elle conseille que la procédure soit respectée. Pour le cas précis, je pense qu'il faut bien étudier les propos précis de l'honorable Ewanga et voir exactement si ce qu'il aurait dit constitue une infraction ou pas. Et sans oublier aussi le contexte dans lequel ces propos auraient été dits. La manifestation à la place Sainte-Thérèse, d'après nous, était une manifestation pacifique avec un encadrement de la police nationale congolaise aussi exemplaire. Étant donné ce contexte, est-ce que mettre effectivement un membre du Parlement dans la prison centrale de Makala directement, est-ce que sont des interprétations de la loi qui favorisent un débat public ouvert et dans la sérénité? Les observateurs politiques considèrent que se plaçant du côté de la loi ou du droit civique, l'apprentissage démocratique démontre que personne ne doit se dire être déjà arrivé. Le parti politique de Baudouin, Banza-Mukala et l'UDECO s'invite lui aussi au débat de l'heure sur la révision de la Constitution et c'est le président ad intérim de cette formation politique qui s'est prononcé hier à cet effet. Chacun y va de son argumentation. L'Union pour le développement du Congo, l'un des partis de la majorité présidentielle, n'aura beaucoup attendu pour s'inviter au débat sur la question de la révision de la Constitution. Par son président national ad intérim, le parti pense que ce sujet ne devrait pas être d'actualité. Je ne touche pas à ma Constitution. Mais la Constitution elle-même dit qu'on peut la toucher et donne les mécanismes, la procédure pour qu'on puisse la toucher. Cela ne peut pas faire l'objet d'un débat. Il y a un mécanisme, n'est-ce pas? Il y a des procédures qui sont mises en place pour réviser la Constitution de 2006. Nous avons encore, je crois, 2 ans jusqu'en 2016. Et le président nous a demandé de ne pas nous engager dans ce genre de débat. C'est une distraction. Pour André Moké, les politiciens congolais devraient se soucier du bien-être social du Congolais en œuvrant pour l'augmentation du budget national à plus de 30 à 40 milliards de dollars. Nous, c'est l'objectif 2016. C'est-à-dire en 2016, il faut que nous ayons, n'est-ce pas, dans notre bilan, des choses à dire à la population. Que voilà, nous vous avions promis ceci et cela, et voilà ce que nous avions réalisé. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut dégager, n'est-ce pas, un certain nombre d'actions. Comprenez? D'actions futures. Le souhait de André Moké est de voir les leaders des mouvements de masse à devenir autonomes, pas seulement sur le plan économique, mais aussi politique. Le débat sur la loi fondamentale s'empare également de l'Église dans la mesure où le synode des églises protestantes du Congo qui s'est ouvert hier a inscrit la question à l'ordre du jour de ses travaux. Les représentants légaux membres de l'Église du Christ au Congo se proposent d'examiner les questions de l'heure relatives au processus électoral et à la démarche de l'Église avant de suggérer des solutions. La marche de l'Église protestante, sa considération dans la société, les questions de la vie quotidienne ainsi que leur redynamisation, autant des sujets qui donnent matière à réflexion au synode des églises protestantes du pays et membres de l'Église du Christ au Congo ouvert ce mercredi. Le représentant légaux des églises qui composent cette structure n'auront non seulement la tâche de réfléchir mais aussi examiner et proposer des solutions. Dans ce contexte que nous observons tous chaque jour, nous nous réunissons pour résoudre des questions essentielles, existentielles de l'Église et relever un certain nombre de défis intrinsèques et extrinsèques. Nous en évoquons 5 en échantillon pour commencer.
La politique, l'économie et l'éducation font partie de l'échantillon des sujets à traiter sans en exclure les élections à venir, notamment les municipales, urbaines et locales. Quand on parle de la démocratie, c'est-à-dire le peuple, donc le peuple vote pour les autres, mais entre eux-mêmes, il n'y a rien. Donc je crois que le calendrier a tenu compte de certains éléments. Et puis, ici, il y a certains éléments, parce qu'on a déjà ponctionné quelques articles. Lorsqu'on commence par le bas, il y a certaines difficultés qu'il ne faut pas faire fonctionner ces articles-là. Il faudra les modifier pour que ça corresponde. Je vous rappelle qu'au moment de la concertation, on en a beaucoup parlé. On a dit non, il faut modifier certains articles. Ainsi, on aura une constitution, disons, révisée. Qu'il faut aller. C'est dans une ambiance d'éthique chrétienne protestante que se déroulent ces discussions. Pendant ce temps, les affaires courantes continuent à se gérer à l'hôtel du gouvernement avec ces entretiens hier entre le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, la directrice générale de la coopération britannique, le représentant résident intérimaire de la Banque mondiale et l'évêque de Kingé. La mise en œuvre d'un certain nombre des programmes pour le développement du pays, voilà l'image que tient à donner le partenariat entre l'Agence britannique de développement et la République démocratique du Congo. Le sujet était au centre de l'entretien ce mercredi entre le chef du gouvernement et le directeur de cette structure. DFID, c'est-à-dire la coopération britannique, et la RDC demeurent des partenaires très engagés de la RDC. Et l'année dernière, nous sommes venus en appui à la RDC avec 200 millions de dollars. Et nous demeurons engagés à maintenir le même niveau d'appui à la RDC. Comment ça va? Merci. Avec le représentant résident AI de la Banque mondiale, il était question de prendre langue au sujet de l'avancement des grandes décisions retenues 2 semaines après le passage à Kinshasa du vice-président de cette institution de Bretton Woods pour la région Afrique. Il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de points qui ont fait l'objet de préoccupations particulières. Nous avons le barrage Djenga 3, nous avions eu le parc agro-industriel, nous avions également tout l'ensemble du portefeuille qu'on avait avec la République démocratique du Congo, qui était quand même un portefeuille assez varié, un ensemble de 3,5 milliards. Donc ce sont sur l'ensemble de ces points-là que nous avons essayé de faire, de voir comment nous avons avancé, parce que les préoccupations sont urgentes. L'évêque de Kingé était le 3e à franchir le portail de la primature. Au menu, le parc agro-industriel de Bukangalonzo. Le Bandundu qui a été choisi, comme vous le savez, c'est une région plutôt agricole justement, et qu'on développe l'agriculture. Ça, c'est certainement une très bonne chose parce que nous vivons de l'agriculture. Et si on peut avoir la possibilité d'intensifier ce secteur-là, ce ne sera que pour le bien de notre population, de nos populations dans la région. Et certainement, l'initiative est à saluer. Bukangalonzo, un projet porteur d'espoir pour la nation congolaise. La directrice générale de la coopération britannique ne s'est pas limitée seulement à la primature. Elle s'est rendue aussi au ministère des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, évaluer l'impact de différents investissements britanniques en République démocratique du Congo dans le but d'agir davantage sur la réduction de la pauvreté. I am the Director General for Country Programs from DFID in the UK. Je suis la directrice générale du programme de la coopération britannique à Londres. DFID, c'est-à-dire la coopération britannique, est un partenaire engagé à la RDC. Et nous avons un programme ici en RDC qui est très très important, qui s'engage à hauteur de plus de 200 millions de livres durant la période 2013-2014. Je viens d'avoir une rencontre fructueuse avec Son Excellence et je poursuis
civile les rencontre avec d'autres ministres pour essayer de voir les voies et moyens d'améliorer la réduction de la pauvreté en RDC. And there are choices that we need to make about what we will spend that money on, and I have been discussing those choices with the Prime Minister and with the Minister for Infrastructure. Et nous avons un certain nombre de choix que nous devons opérer et je viens de discuter avec son Excellence sur ces choix et tout à l'heure je vais poursuivre les rencontres avec d'autres ministres pour essayer de voir comment nous allons discuter sur ces choix et pour le bien-être de la population. Dans certains coins de la ville, l'accès à l'eau potable demeure difficile à l'image du quartier Kitokimosi dans la commune de Selimbao où les habitants de cette contrée éprouvent d'énormes difficultés pour se procurer ces denrées rares, constat de Déby Mwanda. L'accessibilité à l'eau potable demeure encore un vrai casse-tête dans plusieurs coins de Kinshasa. Le cas du quartier Kitokimosi dans la commune de Selimbao est dramatique. Les habitants n'est sans remède qu'à la demeure de la nature lui soutirer le liquide qui du reste ne donne aucune garantie. Sur les plans sanitaires, une situation déplorable de plus de 10 ans pour faire face à cette pénurie d'eau potable. Ce coin, d'au moins 40 000 âmes, se roule sur l'unique source encore exploitable depuis toutes ces années de peine. Aucune initiative privée de créer de forages n'est s'y est non plus manifestée. Situation aggravante, ce point d'approvisionnement en eau est juste à proximité des installations sanitaires. Les conséquences dues aux infiltrations des eaux des puits septiques sont redoutables pour de nombreuses maladies hydriques. Ici, nous avons un sérieux problème d'eau. Nous souffrons beaucoup. Regarde comment je transporte ces gros bidons. Avant, on avait 2 robinets. Depuis un certain temps, l'eau n'y coule plus. L'eau est vraiment difficile. Se réveiller à 4 heures, nous sommes obligés de laisser nos enfants encore endormis. Cette eau nous aide à faire la vaisselle, la lessive, ça sert aussi de bain. Nous allons vers l'autre rive pour chercher de l'eau à boire. Si on n'y trouve pas, on n'y boit que cette eau des sources. Cette eau sert à préparer et à boire. Que les autorités nous aident. Direction Nyiragongo au Nord Kivu, les membres de la famille KMB, famille régnante dans la chefferie de Bukumu, vient de décider de rompre avec plusieurs années de division en participant hier à un culte de réconciliation organisé par la Commission provinciale d'arbitrage des conflits coutumiers, dirigée par Mwami Sambili Bamukuka de la chefferie de Watalinga en territoire de Béni. Les détails avec Patrick Sialoa. Des confrères nous apportent d'autres éléments dans cette édition du journal à travers les lignes. Washington a prévenu, relaye Forum des As, que les membres du dernier groupe rebelle majeur dans l'Est de la République démocratique du Congo, les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, devraient se rendre sous peine d'action militaire destinée à les éliminer. Les FDLR avaient promis de se rendre jusqu'au 30 mai, mais à peine 200 combattants ont rendu leurs armes et ce processus est à présent arrêté. L'effectif armé des FDLR tournerait autour de 1500 à 2000 hommes, soit 2 à 3 fois moins qu'il y a 5 ans. 2 autres groupes rebelles étaient actifs ces dernières années dans l'Est de la République démocratique du Congo, les M23 et les forces démocratiques alliées. Ayant refusé de se convertir à l'islam, l'avenir annonce les 3 prêtres assomptionnistes seraient exécutés par les ADF, rassurent plusieurs sources dont certains otages
qui se sont échappés de leurs mains pour Jason Lumeno, député élu de Goma. Il qualifie cela d'inconcevable pour lui. Comment des hommes peuvent exécuter des prêtres qui ne sont pas politiques, qui sont là tout simplement pour la parole de Dieu et l'Eucharistie? Il pense qu'il faut les neutraliser, les mettre hors d'état de nuire. À ces jours, les ADF ne dépassent pas 250 éléments. D'ailleurs, ils sont confinés entre la province du Nord Kivu et la province orientale après le décès de leur leader. Parlons sport, l'association sportive et club quitte Kinshasa ce matin pour l'Alexandrie. Il faut le dire, en Égypte via Addis Abeba dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football où elle jouera contre Zamalek du Caire le dimanche prochain à 19h. La délégation de Vert et Noir est composée de 38 membres. Rappelons que V-Club partage la tête du groupe A avec le tout-puissant Mazembe. Culture pour terminer, la deuxième exposition de l'Expo Art Contemporain RDC arrive à son dernier virage. L'exposition qui a débuté le 1er août va se clôturer ce dimanche 10 août sur la place des Évolués. Sur place, plusieurs artistes de renom ont exposé sculptures, peintures, céramiques et métaux destinés à la vente. Fin de cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 15h30.